Humain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille et au jour le jour. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de votre série préférée, La famille tout écran bien sûr. Et puis la transition est toute trouvée puisque notre sujet du jour concerne justement notre rapport aux écrans. Parmi nos questions, comment reprendre la main sur nos usages, comment préserver le lien aux autres et à soi et aider les jeunes à grandir dans un monde connecté. Et finalement, peut-on vraiment bien vivre avec les écrans? Pour en parler, nous recevons les auteurs du livre Faire la paix avec nos écrans chez les éditions Flammarion. Virginie Sassoon, directrice adjointe du Clémy, bonjour. Bonjour. François Saltiel, journaliste et également auteur de ce livre, bonjour. Bonjour. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Nous relient, nous divertissent, nous éduquent ou au contraire, parfois, nous divisent, nous épuisent ou nous isolent. Alors comment trouver l'équilibre entre les opportunités du numérique et ses dérives? Comment accompagner les jeunes, les parents et les enseignants dans cette société amphinétique où le réel et le virtuel s'entremêlent? Virginie Sassoon et François Saltiel, auteurs de Faire la paix avec nos écrans, nous guident pour repenser justement notre rapport aux écrans et inventer une cohabitation apaisée. C'est tout de suite dans la première partie du talk. Alors, je vous propose, Virginie, pour commencer avec le plus évident, finalement, le titre de votre livre, Faire la paix avec nos écrans. Est-ce que ça signifie que jusqu'à présent, on était en guerre? Tout à fait. La guerre est déclarée aux écrans. Je pense qu'on atteint un stade où on est tous assez fatigués, pour ne pas dire épuisés. Et on a ressenti, nous, cette guerre contre les écrans à l'intérieur de notre famille, mais aussi dans nos usages professionnels, où on est régulièrement submergé. Et donc, on trouve qu'il y a une urgence à trouver un chemin vers la paix. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans ce livre. Vous refusez les discours de peur comme ceux d'adoration, finalement. Pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui d'avoir un discours apaisé sur les écrans? Dans l'espace médiatique, vous le savez, il y a souvent un discours assez manichéen, c'est-à-dire que soit on est dans le techno-angélisme, et là c'est souvent les artisans de la tech et le monde marchand qui nous présentent toujours un monde meilleur, soit on a un discours qui est assez catastrophiste, de diabolisation des écrans, voire même apocalyptique, si on parle de l'intelligence artificielle. Donc nous, notre démarche, c'était justement d'arriver dans une sorte de techno-discernement pour défendre une approche nuancée, et on l'a fait à la fois en racontant finalement nos expériences personnelles au sein d'un foyer où on a 3 enfants sous notre toit. C'est un peu une famille tout écran finalement, comme on vient de le voir dans votre épisode, et puis aussi en partageant notre expérience professionnelle de plus de 15 ans d'observateur des médias, parce qu'on pense que le numérique, c'est un combat à la fois intime et collectif. Alors on va revenir sur ce rôle de parent parce que je pense que c'est important, ça a quand même été le fruit de votre travail. Mais dans l'introduction de votre livre, vous écrivez « Nous avançons dans ce monde connecté, comme on marche sur un fil toujours sur le point de perdre l'équilibre ». Alors j'aime beaucoup cette image un peu poétique qui fait de chacun de nous des acrobates. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que vous racontez par cette image de notre rapport aux écrans? Notre rapport aux écrans, il est profondément ambivalent. C'est-à-dire qu'on a besoin des écrans pour communiquer, on a besoin des écrans pour travailler, on a maintenant même besoin des écrans pour bénéficier des services publics, puisqu'on est rentré dans un monde complètement connecté et numérisé. Et pour autant, ces écrans, on sent qu'ils nous fatiguent, ils nous mettent à distance, parfois même ils créent finalement de la distance avec les autres, avec nos enfants, avec nos amis, alors que la promesse initiale, c'était quand même de nous connecter, de nous rassembler. Or, parfois, les écrans font écran. Donc, on vit finalement dans ce monde qui est un monde qui est double, qui est un monde de la connexion et un monde de la non-connexion. C'est pour ça que vous avez
avez cité le terme d'amphinétique, qui est un néologisme qu'on tente de propager dans cet ouvrage. Amphinétique de l'amphibien, c'est-à-dire de cet animal qui vit à la fois dans le monde marin et dans le monde physique. Et on fait une analogie entre le monde de la connexion et le monde maritime. Une connexion qui s'explique aussi par son histoire. On parle de surfer sur Internet, de navigateur web. Donc on est finalement constamment entre ces deux eaux, entre ces deux univers, entre ces deux mondes. Et c'est en cela on marche sur un fil parce que c'est facile de tomber, soit dans une immersion trop importante et dans une tout-connexion, soit finalement de rester sur le bord et d'être déconnecté, de ne plus avoir prise par rapport à ce monde qui nous entoure, qui est un monde profondément numérisé. Virginie, c'est ce quotidien à naviguer entre deux réalités, ce monde amphinétique qui joue sur notre concentration, notre fatigue mentale? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas séparer notre vie connectée, notre vie en ligne de notre vie physique. Et on est parti de ce constat, de cette transformation, en fait, finalement, de notre condition d'existence contemporaine, puisqu'on est sans cesse traversé par ces connexions. Et même quand on n'a pas le téléphone au coin d'une table, on pense aux messages qu'on doit envoyer ou qu'on va recevoir. Et donc, l'idée, c'est plus d'opposer, finalement, ces deux réalités, mais d'essayer de trouver la paix en étant... Alors, on a cet animal qui nous inspire d'amphibien, qui arrive finalement à vivre en harmonie entre un espace qui est aquatique et un espace terrestre. Et nous, on est loin, clairement loin d'être des amphibiens parce qu'on subit beaucoup de découragement, d'isolement et de fatigue informationnelle. Mais on a ce chemin pour harmoniser aussi et réguler nos usages qui est un défi. Et comme le disait François, c'est un défi qu'on ne peut pas mener seul, mais ça commence néanmoins par soi. En fait, faire la paix avec les écrans, ça commence aussi par avoir une démarche introspective sur la manière dont on se sert de nos smartphones essentiellement et la manière dont finalement ça abîme notre lien à nous-mêmes et aux autres et comment en fait on arrive finalement à vivre plus en paix. Et ça commence quand même par une réflexion personnelle. Alors justement, j'aimerais bien qu'on vienne sur cette introspection, mais sur le format familial, puisqu'on le disait, l'écriture de ce livre, c'est le fruit de vos regards croisés, donc à la fois le vôtre, Virginie, en qualité de docteur en sciences de l'information, le vôtre en tant que journaliste spécialisé sur ces sujets, mais c'est aussi un regard de parents que vous avez, de 3 enfants digital natives. Alors, qu'est-ce que vos enfants vous ont appris finalement sur les écrans? Parce que j'imagine que d'avoir des enfants, ça vous a appris quelque chose. Oui, on grandit avec eux. On a, au-delà de nos enfants, rencontré aussi beaucoup d'adolescents et on est aussi amené à rencontrer, on s'intéresse beaucoup aux pratiques des enfants et des adolescents et des parents. Et ce qu'ils nous ont appris, c'est que finalement, c'était un défi déjà énorme, que ça transformait complètement la manière d'être parent, puisque nous-mêmes, quand on rentre le soir, par exemple, d'une journée de travail, on va tendance parfois à être appelé en fait par ces notifications plutôt que de prêter attention au récit de la journée de l'école qui vient de se dérouler. Donc c'est déjà un défi d'entretenir ce lien. Donc ils nous ont appris et puis ils posent un regard critique aussi sur nos usages. Donc ça nous oblige aussi à devenir plus exemplaires, à faire davantage attention à eux. Et c'est un défi qu'on vit ensemble. Nous, on a essayé de montrer dans ce livre que c'est une aventure en fait partagée parce que nos enfants, si on leur pose des limites et des règles, s'ils les comprennent et qu'on se les applique à nous-mêmes, on sort de cette conflictualité permanente parce que c'est un sujet de conflit quand même et de tension dans la plupart des familles. Nous sommes la première génération à relever le défi de la parentalité numérique. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Est-ce que finalement, on est voué à être une génération test qui est condamnée à apprendre en marchant? C'est vrai qu'on est tous des générations test. C'est-à-dire que celle de nos enfants, c'est la génération qui a grandi pleinement avec les écrans et même aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui bouleverse finalement tout le champ du numérique. Et nous, on est évidemment une génération de parents tests à avoir été dans les deux mondes finalement, le monde analogique et le monde numérique. Donc on apprend tous ensemble. Et c'est vrai que c'est ça le maître mot. C'est parce que quand vous posez la question qu'est-ce qu'ils nous apprennent nos enfants, ils nous ont surtout appris qu'on était loin d'être exemplaires et ils étaient un peu un miroir aussi de tous les reproches qu'on aurait pu les formuler. Ils sont très forts pour nous les renvoyer avec de nombreuses stratégies. Donc l'idée, c'est de faire de ce problème un problème commun. C'est-à-dire que c'est un problème qui est assez intéressant, les écrans, puisqu'il touche toutes les générations, les enfants, les parents, les grands-parents. Il touche toutes les classes sociales, il touche tous les genres et il touche tous les pays du monde. Et finalement, on n'a pas beaucoup de problèmes communs dans notre société qui est assez polarisée. Et donc, comment on va arriver les uns avec les autres à résoudre ce problème qui nous touche tous? Parce
parce qu'on est tous vulnérables. Et l'idée de cet ouvrage, c'était aussi d'accepter nos vulnérabilités, de savoir que nos enfants en ont, mais nous aussi on en a, puisqu'on est finalement avec un même cerveau. Et ces artisans de la tech sont très forts pour en exploiter les failles. Donc comment on va arriver à chacun faire un pas? Et c'est pour ça qu'il y a cette question de pacte aussi et de contrat. Et dans la manière dont on tente de limiter le temps d'écran avec nos enfants, on le fait en s'engageant mutuellement, en disant bah voilà, il y a tel moment, il n'y aura pas d'écran à table, il n'y a pas d'écran avant le coucher, mais c'est pour toi comme pour nous. Donc on essaye évidemment de répondre à cette promesse contractuelle, et on sait que si on est défaillant, bah, on aura moins de force et moins de pouvoir de conviction pour leur reprocher ces mêmes défaillances. C'est évident. Alors bien sûr, il y a les parents, mais il y a aussi, vous le rappelez, et c'est important, l'urgence d'investir dans l'éducation à la citoyenneté numérique. À qui revient ce rôle ? Alors ce rôle, il est multiple. Évidemment, on attend beaucoup de l'école par rapport à cette éducation numérique. Elle est évidemment présente et on appelle à ce qu'elle soit d'ailleurs généralisée et dès le plus jeune âge, dès la maternelle, parce que la question des écrans dans l'école est une question centrale. Mais comment on fait en maternelle ? Mais comment on fait en maternelle ? Déjà, pour expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, vous voyez, en maternelle, et même à 6 ans, les enfants peuvent être confrontés à Siri, par exemple, d'Apple, en disant « Tiens, c'est marrant, cette petite voix, je lui pose n'importe quelle question, il me répond. » Et bien tout de suite, peut-être dire à cet enfant-là, à qui tu t'adresses en fait ? Est-ce que tu sais qui il y a derrière ? C'est une voix qui semble humaine, parfois elle a un prénom, il y a une forme d'anthropomorphisme qui est largement développée par les ingénieurs, mais peut-être lui expliquer qu'il n'y a rien d'humain finalement derrière cette voix qui ne fait que simuler des émotions, simuler une réponse. Et rien qu'avec cet usage de Siri, je pense qu'il faut le déconstruire. L'idée, c'est pas mettre les écrans à distance en les occultant, en faisant comme s'ils n'existent pas. L'idée, c'est comment on arrive à mieux vivre avec. Et pour arriver à mieux vivre avec, il faut mieux les comprendre. Et pour les comprendre, il faut en parler. Est-ce que l'État a pris la pleine mesure, selon vous, de cet enjeu, ou est-ce qu'on manque encore aujourd'hui d'une vraie politique publique de formation au numérique ? Alors, je pense qu'on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Aujourd'hui, j'ai envie de le voir à moitié plein parce qu'on a la chance en France d'avoir le Clémy, qui est le Centre pour l'éducation aux médias, donc avoir un service public dédié à cette éducation, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens, et je ne parle même pas du monde. Donc, on a cette chance-là d'avoir un réseau en académie qui forme les enseignants, qui les accompagne toute l'année, qui produit des ressources, qui est sur ces problématiques émergentes que sont l'IA, en le reliant aussi aux compétences psychosociales des élèves. Et pour revenir sur cette idée d'une éducation aux médias dès le plus jeune âge, il faut aussi rappeler que les enfants à la maison sont beaucoup exposés aux images médiatiques, certains aux réseaux sociaux, de plus en plus tôt. Donc il y a un enjeu de justice sociale aussi à l'endroit de l'école d'avoir cet accompagnement, ce décryptage en fait, des images médiatiques qui sont de plus en plus transformées et déformées et qui nourrissent aussi des discours qui sont parfois vraiment très compliqués à décrypter, même pour les parents. Donc, bien sûr, nous, on a beaucoup d'ambition de faire mieux, de faire plus, de former davantage les enseignants, notamment en formation initiale. Et on ne peut qu'espérer qu'au regard des enjeux démocratiques aujourd'hui, la fragilité aussi dans lesquelles nous sommes par rapport à la confiance dans les médias, par rapport à la confiance dans nos institutions, la confiance dans la science, il est temps de prendre effectivement la mesure de cette urgence et d'investir dans l'éducation aux médias. Alors, il y a un chiffre dans votre livre qui m'a fait sourire, mais qui en dit long. Notre pouce parcourt en moyenne 145 km par an à scroller. C'est l'équivalent de 3 marathons. Alors, c'est vertigineux quand même. Même si la reconnaissance, évidemment, de l'usage problématique des écrans fait désormais consensus, l'addiction aux écrans, elle n'est pas encore reconnue en tant que telle. Comment vous vous positionnez, vous, sur ce terme d'addiction ? Alors nous, on a totalement conscience qu'il n'y a pas de consensus scientifique au niveau de l'Académie des sciences, mais nous, on s'accorde sur le ressenti d'addiction. Parce que quand on s'analyse, quand on fait ce petit inventaire personnel, quand on parle dans notre entourage, et même bien au-delà de notre entourage, quand on s'adresse à des adolescents, on est beaucoup à ressentir en fait, cette dépendance, cette addiction, on peut l'appeler comme on veut. Et donc, à partir de ce constat du ressenti, l'idée, c'est comment individuellement et collectivement, on se soutient
on s'aide, on en parle et on prend conscience de ce qui nous arrive. Mais est-ce que ça vous semble important d'avoir une reconnaissance officielle, peut-être pour accélérer les choses ? Alors la question effectivement de l'addiction fait partie des points aussi. On n'était pas en divergence, mais on avait de regards différents. C'est vrai que moi j'ai eu du mal à me considérer comme addict, parce qu'en fait c'est pas très agréable de se sentir addict. Et puis on sait très bien que c'est une addiction, ce qu'on appelle une addiction sans substance. C'est-à-dire que la plupart des addictions avec lesquelles on compare le numérique, on parle du tabac par exemple. On a les jeux aussi qui sont reconnus en tant que tels. Mais les jeux sont vraiment reconnus en tant qu'addiction. Sur le numérique c'est plus compliqué, parce que vous le savez, l'usage du numérique il est vaste. Donc en fait le numérique c'est autant aller consulter une page Wikipédia pour préparer un exposé que aller sur un document Excel, et évidemment les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui sont problématiques et qui mettent en place des processus addictogènes. On sait bien que dans des techniques qui sont maintenant très bien documentées, du bol sans fond, du scroll infini, des dark patterns, enfin en gros toute une série de manipulations qui sont liées en fait au design nous poussent, et on le voit bien lorsqu'on veut aller sur Internet ou sur Instagram 15 minutes et qu'on y reste 3 heures, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est vrai que ce ressenti d'addiction, il faut le considérer. Après, si jamais c'était reconnu comme une addiction en tant que telle, ça déclencherait en fait beaucoup de problèmes pour ces réseaux sociaux, puisque ça deviendrait un sujet de santé publique, avec même une sorte de responsabilité en fait sur la santé mentale des jeunes par rapport à ces acteurs-là, qui sont d'ailleurs très forts pour se défausser de toutes sortes de responsabilités. Allez, on continue à parler de notre rapport aux écrans, de ce qu'ils changent dans nos familles, nos écoles et nos quotidiens. C'est tout de suite après avoir fait un tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler.
Si vous nous rejoignez sur le plateau de l'École du Futur, on parle aujourd'hui d'écran et de ce défi collectif qui nous attend, reprendre la main sur nos usages. Dans la première partie de notre talk, nous avons évoqué notre rapport intime aux écrans, la place qu'ils occupent dans nos vies, parce qu'il y en a plusieurs dans les familles et dans la tête des ados. Et dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser à l'autre versant, celui de la société, de l'école et de la technologie en elle-même. L'occasion de parler d'intelligence artificielle et de régulation des plateformes. C'est tout de suite dans la seconde partie du talk. Toujours en compagnie de mes invités, bien évidemment, Virginie Sassoon et François Saltier, tous deux auteurs de Faire la paix avec nos écrans à retrouver chez les éditions Flammarion. Alors, Virginie, j'aimerais qu'on parle d'un objet qu'on a tous dans nos poches, le smartphone. Vous parlez de lui comme d'un écran total du 21e siècle. Alors, qu'est-ce qui explique que cet objet a pris une telle place au point de devenir presque vital? Est-ce que c'est parce qu'il y a justement le fait qu'il mêle tout, le travail, les relations, l'information? Il concentre un nombre de fonctionnalités absolument incroyables. Donc on se réveille avec un smartphone, on se repère dans l'espace avec un smartphone, on appelle, on est en lien, on envoie des mails, on a une liste qui est extrêmement longue de fonctionnalités. Et c'est pour ça que c'est un objet total qui d'ailleurs pour les ados sert de moins en moins à téléphoner. On s'en rend compte, ils sont beaucoup plus sur les vocaux ou sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est comment échapper aussi à ce totalitarisme de l'objet dans nos vies quotidiennes et retrouver aussi le goût de la déconnexion, le goût de l'attente, le goût aussi de lever les yeux et parfois avoir des réflexes qui vont être de s'adresser à quelqu'un dans la rue pour demander son chemin ou tout simplement d'appeler un ami plutôt que d'aller voir sa story. Alors, vous l'évoquiez rapidement en première partie d'émission, François, les sirènes du numérique, ce que vous appelez les sirènes du numérique, qui nous séduisent pour mieux capter notre attention. Ça commence en général par des promesses assez positives, par exemple apprendre plus vite, créer mieux, rester connecté. Et puis finalement, sans qu'on s'en rende compte, on devient dépendant. Alors comment on apprend à repérer les signaux ? C'est vrai qu'on est avec l'économie du numérique, on n'est jamais loin de la délégation, des effets en fait négatifs de la délégation et aussi de l'économie de la flemme. Donc comment on fait justement pour repérer les signaux ? Tout est fait pour qu'on ne les repère pas. Déjà, vous vous rappelez, ne serait-ce que la question du temps d'écran, pendant très longtemps, justement, c'était complètement caché dans l'appareil. On ne pouvait pas savoir, un peu comme dans un casino, quand vous allez jouer au casino, vous n'avez jamais de pendule, vous n'avez jamais de lumière, donc vous savez finalement pas quelle heure il est. Et le but du jeu, c'est que vous soyez finalement dans un espace-temps qui soit complètement invisibilisé. Et il a fallu se battre, que l'opinion publique se mobilise pour que le temps d'écran maintenant soit accessible. Donc l'idée, c'est tout simplement d'avoir un effet peut-être introspectif en se disant, si on a recours de plus en plus, je sais pas moi, à ChatGPT pour écrire des mails ou pour des tâches courantes, de se demander, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ChatGPT pour écrire un mail ? Est-ce que je peux pas finalement essayer de le faire tout seul ? Parce que le problème de la délégation, et on le voit bien avec notre mémoire, aujourd'hui on retient plus du tout les numéros de téléphone, allez, peut-être de ses parents. Vous connaissez le numéro de téléphone de votre mère ? Oui, tout à fait. Mais c'est peut-être le seul. Non, j'en connais 2-3, mais bon, c'est pour les urgences, il est vrai. Exactement, vous en connaissez 2-3, ce qui n'est pas énorme sur vos 5500 contacts à l'intérieur de votre téléphone. Et donc, l'idée, c'est de résister à ces effets délétères de la délégation. Parce que si on s'en remet à ce téléphone pour connaître nos numéros de téléphone, pour écrire un mail ou pour simplement s'organiser ou se repérer dans l'espace et mémoriser, à la fin, on perd une forme d'autonomie. Donc, peut-être que le conseil qu'on peut donner, c'est c'est jamais très agréable de se sentir finalement dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, en fait, il faut prendre conscience de cette dépendance, de son manque d'autonomie pour retrouver du plaisir, retrouver le goût de l'effort, ne serait-ce que pour pouvoir mieux se repérer lorsqu'on est déconnecté de cet outil. Donc déjà peut-être parfois s'obliger à ne pas vivre avec une journée, c'est une grande expérience et ça nous permet de savoir à quel point on est dépendant d'un objet et je pense que l'humain n'aspire pas à la dépendance technologique au fond de lui-même. Alors, du côté des jeunes, on leur reproche souvent, peut-être plus qu'aux adultes, avec un petit peu d'hypocrisie finalement, on le remarque, qu'ils ne décrochent jamais de leur téléphone. Et en même temps, c'est quand même un lieu de sociabilisation, le téléphone, parce que derrière le téléphone, bien évidemment, il y a les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de choix quand tout leur environnement social se joue en ligne pour les plus jeunes ? Oui, mais c'est vraiment cette ambivalence et ce piège dans lequel les adolescents
sont comme nous par certains aspects, c'est-à-dire qu'ils ont souvent conscience que c'est assez toxique, ils perdent énormément de temps, qui n'a pas voulu... voilà, on se dit on va envoyer un message et puis paf, 1h30 après, on se rend compte qu'on a scrollé de manière complètement inutile. Et ça, les adolescents ont assez d'esprit critique pour s'en rendre compte, mais s'ils ne sont pas sur ces réseaux, bien souvent, ils se sentent exclus. Ils n'ont pas les références sur la conversation adolescente, les sujets voilà, de la cour de récréation et le contact avec leurs amis. Et on sait à quel point pour les adolescents, le fait de se sentir intégré, le fait d'être en lien avec ses amis, c'est absolument indispensable à l'équilibre. Donc on est dans cette tension permanente et les parents en fait ont l'impression d'être des dealers de temps d'écran, donc c'est-à-dire d'être toujours en train de négocier quelque chose dont on sait que c'est toxique, dont on ne connaît pas forcément non plus la qualité, et en même temps on est gendarme. Donc on a cette espèce de double posture qui est intenable. Et nous, ce qu'on essaye de dresser comme constat dans le livre, c'est que ça n'est plus possible en fait d'être dans cette opposition. Donc les parents doivent comprendre aussi à quel point c'est important pour leurs ados, considérer leur vie en ligne, s'intéresser à ce qu'ils font en ligne, pour être capable d'instaurer ce dialogue qui permet après, à la fin, à l'adolescent de prendre conscience quand c'est toxique et quand il a besoin d'être soutenu et que le parent n'est pas toujours là pour faire le gendarme, mais aussi comme un allié qui peut l'aider. Et il y a des adolescents qui parfois donnent leur smartphone à leurs parents en disant « j'ai besoin de me concentrer 1 heure, j'ai besoin d'apprendre, je ne vais pas y arriver sans ». Et ça, quand on arrive à ça, c'est vraiment une victoire. Je me tourne vers vous, François, parce que vous l'avez évoqué, c'est le fait qu'aujourd'hui, on vit à une époque où les grandes plateformes concentrent de plus en plus de pouvoir. Vous croyez à la force du modèle open source, où donc les logiciels peuvent être utilisés, analysés ou modifiés librement. Pourquoi ce modèle est-il aussi important, selon vous, aujourd'hui ? Le modèle open source, finalement, il revient à l'utopie de ce qu'était Internet au départ. C'est-à-dire qu'Internet, au départ, c'était un outil qui permet de tous nous connecter les uns aux autres en dépassant les frontières, dans une accessibilité aussi à l'information et à la connaissance. C'est en partie vrai sur certains outils. Je citais tout à l'heure Wikipédia, qui reste finalement un outil aujourd'hui qui incarne le mieux cette utopie de la connaissance, parce qu'il n'y a pas de monétisation de l'attention, il n'y a pas d'exploitation des données. Il y a aussi un acte collaboratif de bénévoles qui vont donner de leur temps pour participer à la connaissance. Donc Wikipédia, d'une certaine manière, c'est une forme d'open source, c'est-à-dire que la connaissance est en accès libre, elle permet d'être dupliquée, elle permet d'être contrôlée, et il faudrait qu'on ait cette philosophie-là dans la plupart de nos logiciels. Il faudrait pourquoi pas inventer un réseau social qui pourrait être éthique, parce que ces réseaux sociaux, ils portent le nom de réseau social à la base. C'est pas forcément qu'une économie de l'attention, voire une économie de l'attention. Ça peut être aussi une économie vertueuse du partage de connaissances. Mais pour tout cela, il faudrait une volonté politique. Pour tout cela, il faudrait aussi une volonté commerciale qui soit moindre de la part de ces acteurs qui n'ont qu'une seule recherche, qui est celle du profit. Donc l'open source est une belle manière d'entrevoir que le numérique n'est pas condamné à être uniquement l'outil de l'ultracapitalisme. Et pour revenir sur les réseaux sociaux, il y a aussi l'importance de interopérabilité, j'arriverai à le dire. Mais le mot est compliqué, l'interopérabilité. Et vous voyez, c'est ça, il faudrait trouver un nom plus simple pour arriver justement à mieux le vendre. L'interopérabilité, c'est justement une manière de sortir de cette dépendance qu'on a sur ce qu'on appelle les effets de réseau. C'est-à-dire que vous êtes sur X, vous êtes sur Instagram depuis des années, vous avez bâti une communauté à la sueur de votre front, vous avez toute votre connaissance qui est là, puis il faut partir ailleurs. Mais l'interopérabilité permettrait justement d'emporter avec soi ce qu'on appelle le capital social, ou tout simplement nos amis, pour dire on pourrait naviguer en toute fluidité d'un espace à un autre et faire en sorte qu'il n'y ait pas une monétisation finalement de nos interactions sociales. C'est ça le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont devenus un intermédiaire à ce qu'on appelait tout simplement la relation humaine, et cette relation, les yeux dans les yeux, de face à face, n'a pas forcément besoin d'un intermédiaire marchand. Alors faire la paix avec nos écrans, ce n'est pas une injonction, c'est finalement une invitation à reprendre le contrôle, à choisir nos usages, à cultiver notre attention et à défendre un numérique plus humain. Merci beaucoup Virginie Sassoon, merci beaucoup François Saltiel. Je le rappelle, vous êtes donc auteur de Faire la paix avec nos écrans, à retrouver chez les éditions Flammarion. Merci également aux équipes en régie et à Édouard Deniau d'avoir produit cette émission. Et merci à vous qui étiez encore une fois au rendez-vous. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.